Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Voir clair est le premier roman de Félix Moati, acteur, réalisateur et désormais écrivain. Félix Moati, bonjour. Bonjour. Alors, je montre votre livre à l'antenne, un roman absolument passionnant qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Il faut toujours le dire. Vous êtes donc acteur-réalisateur. On vous découvre écrivain. Pourquoi écrire ? Pourquoi écrire ? C'est une question très vaste et vertigineuse. Oui. Néanmoins, je crois que immédiatement, c'est la forme littéraire qui s'est imposée à moi. C'est vrai que j'aurais pu, c'est ce qu'on me dit souvent, étant donné que je viens du cinéma, en faire un film potentiellement. Mais c'est la forme littéraire qui s'est imposée parce que j'avais envie d'aller à l'intérieur des personnages. J'avais envie de me permettre des digressions que le cinéma ne permet pas nécessairement. Et j'avais envie d'accomplir un rêve qui me poursuit depuis des années aussi. Et là, le rêve est réalisé. Un livre à découvrir, un roman à découvrir absolument. L'été arrive et c'est souvent une période pendant laquelle on lit beaucoup et vraiment, je conseille. Alors, si je vous donne 1 minute pour résumer sans spolier, quels sont les thèmes les plus importants de votre roman selon vous ? Selon moi, je sais pas, je me suis pas amusé à faire de hiérarchie dans l'importance des thèmes abordés. Néanmoins, le livre est traversé par des choses qui me taraudent et me travaillent depuis toujours, en fait, qui sont ma manière d'établir un contact avec le monde, à savoir l'identité, la réforme intérieure, le fait que le réel nous impose de réfléchir et de changer, de faire peau neuve, la possibilité de la seconde chance, du changement. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Et évidemment, la paternité, c'est-à-dire devenir père, devenir plus généralement parent. Oui, c'est au cœur des personnages de votre roman. Mais pas que. Pas que, aussi, on va en parler dans quelques instants, le judaïsme, la psychanalyse, il y a beaucoup de choses, c'est très dense. Mais ma première question, elle est en lien, je pense, avec la couverture. Alors, je sais que je le montre un peu de loin, mais sur cette couverture, il y a 2 personnages qui volent au-dessus des toits, je pense, de Paris. Mmh. Oui. Ouais. Qui a fait cette photo ? Alors, moi, je ne suis pas responsable de la couverture, c'est vraiment c'est la maison d'édition, voilà. D'accord, je pensais. Mais il me semble que c'est tiré du film Yamakasi, si vous voulez tout savoir. D'accord. Et je ne... Moi, j'ai fait un rapprochement avec le fait que vous usez de la figure double dans votre roman. Bien sûr. Et en fait, pourquoi avoir usé de cette figure? Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien avec les 2 personnages de la couverture. Mais peut-être suis-je trompé. Non, mais j'aime ces extrapolations. Et puis, ça dit bien que quand quelqu'un a un livre entre les mains, il en fait absolument ce qu'il veut. Et oui, c'est vrai. C'est ça qui est bien. Alors, mais c'est surtout vous qui en avez fait ce que vous en avez voulu à travers votre écriture. Donc, pourquoi user de la figure double ? La figure du double, moi, c'est quelque chose... qu'on trouve au début et à la fin du roman. Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Ça permet, par exemple, dans Opération Shylock de Philippe Roth, je trouve ça absolument génial. Philippe Roth qui prend goût à se faire tyranniser par un double qui s'appelle comme lui, qui s'appelle Philippe Roth, qui tient des propos complètement aberrants. Je trouve ça absolument génial. Et plus généralement, d'ailleurs, chez Philippe Roth, où il se choisit comme avatar Nathan Zuckerman, moi, j'aime bien la figure du double parce que ça permet... je trouve que ça rend honneur à ma vision de l'identité, à savoir une identité qui est toujours fragmentée, qui est toujours morcelée, fissurée. Et donc, et en plus, c'est un thème qui travaille beaucoup aussi Freud avec le doppelganger et tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est des thèmes qui m'intéressent particulièrement. Bien sûr. Alors en fait, dans ce livre, comme dans la vie, tout commence par une rencontre. Félix, trentenaire essoufflé, est interpellé en pleine rue par un homme qui lui ressemble étrangement, le double, Joachim, et celui-ci le supplie de raconter son histoire. Dès lors, hasard et destin se brouillent, et le pauvre Félix, c'est vous ?
Ah, ça, je vous laisse le soin de le dire. Oui, on extrapole alors. Non, pas nécessairement. En vérité, c'est du cabotinage de ma part. Je l'ai appelé Félix, donc je suis là pour brouiller les pistes. Mais c'est parce que je voulais établir avec les lectrices et les lecteurs d'emblée, dès ce premier chapitre, une sorte de pacte de vérité. Dire, voilà, tout ce que vous allez lire désormais, c'est vrai. Et vrai ne veut pas dire biographique ou réel. Vrai dans le sens où on élabore des vérités à partir des sentiments qu'on a vécus et qu'on a tous en commun d'ailleurs. Bien sûr. Alors, dans ce livre, parmi les thèmes récurrents, il y a bien sûr la paternité. Bien sûr. Ça a été un choc pour vous et du coup, vous l'avez reporté sur vos personnages. C'est pas quelque chose d'évident en fait. Non, alors moi, ce qui était évident, c'était mon désir d'être père. Oui. Encore plus évident d'être père avec la femme que j'ai rencontrée. Néanmoins, ça m'a fait évidemment des secousses monumentales. Je pense que tous les parents peuvent en témoigner. Ceux qui disent, il me semble que ceux qui disent, moi je suis devenu parent et ça ne m'a rien fait, que du bonheur et tout ça, zéro tourment, pas de secousse, pas de vertige, mentent. Et c'est un mensonge. Je crois que c'est un mensonge très largement répandu. Oui. Moi, je pense que l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose qui tient du miracle, qui tient de la joie la plus intense, et aussi de la secousse, du vertige, de la refonte intérieure. Bien sûr. Bah ouais. Alors, dans votre... je dis peut-être une banalité totale, mais en tout cas, j'ai voulu dans ce livre parler de cette secousse, de ce séisme, et fixer un peu ce vertige. Voilà. Oui. Qui est parfaitement d'ailleurs évident à la lecture. Alors, il est beaucoup de questions dans votre livre de psychanalyse. Ouais. Non seulement vous parlez d'analystes et d'analysants, mais aussi vous plongez dans les tréfonds des pensées et conflits de vos personnages. Alors, dans quelle mesure la psychanalyse aurait pu exercer une influence sur votre écriture ? Ah bah c'est pas dans quelle mesure, c'est une influence intégrale et massive. La psychanalyse, déjà pour moi je suis tellement en psychanalyse que maintenant c'est ma psy qui me paye les séances. Et je suis le parfait client moi, c'est-à-dire que j'ai inventé la notion de complexe d'Oedipe quoi. D'accord. Et sans être Sophocle, n'est-ce pas? Mais en tout cas oui, ça a été massif déjà pour plusieurs raisons. Parce que je la pratique moi-même, c'est-à-dire pas en tant qu'analysant, je suis sur le divan et ça a été fondamental pour moi. Depuis mes 23 ans. D'accord. Et voilà. Et je crois que j'en ai encore pour une vingtaine d'années. Et ça a été extraordinaire. Mais en plus, parce que du coup, étant analysant, j'ai commencé à en lire beaucoup. Et c'est vrai que je trouve que lire Freud aujourd'hui est d'une pertinence inouïe. Et on a la psychanalyse subit beaucoup d'assauts. Or, je pense que il va y avoir un retour de la psychanalyse qui va être monumental. Parce que la réalité du sujet, et puis on va se rendre compte que Freud avait dit des choses. Par exemple, quand on relit Malaise dans la civilisation aujourd'hui, c'est incroyablement d'actualité. Et c'est merveilleux. Même s'il a été à la ramasse sur plein d'autres choses, sur les souffrances faites aux femmes, sur les violences faites aux femmes et tout ça, il a été à la ramasse, c'était un homme de son époque, et ça, il faut le réactualiser. Mais sinon, Freud est quand même d'une... Alors, vous parlez aussi de Lacan dans votre roman. Ouais. Bah, j'aime parce que Lacan est tellement dur à lire que pour moi, c'est une source de comédie, en fait. C'est tellement dur. En fait, c'est plus dur que le Talmud, c'est vous dire. Oui. Mais d'ailleurs, ça s'étudie comme le Talmud. Les psychanalystes font ce qu'on appelle des cartels, comme nous quand on fait quand on étudie, quand on étudie en yeshiva. Et ils font des cartels, ils sont 3 ou 4 psychanalystes et ils parlent de Lacan parce que c'est tellement compliqué. Et je trouve que ce goût du verbe si sophistiqué et hermétique, c'est une source de comédie prodigieuse. Oui. Et c'est pour ça que vos personnages sont en plein dans ce domaine. Ouais. Très touchés par... Bien sûr. Ils sont touchés de plein fouet par ce besoin de psychanalyse. C'est un besoin. Pourtant, je rappelle que je suis séfarade. Oui, mais ça, Félix Moati, ça rentre pas en ligne de compte, même pas dans le roman, je crois. Si, je parle de la Tunisie, quand même, bien sûr. Je parle de la Tunisie. Oui, je me souvenais plus. Parce que c'est un roman, comme on le voit, très dense. Et oui, c'est important pour vous d'être séfarade ? Bah, moi, je me sens un juif de Tunisie, ouais. J'ai appris l'arabe, je vais tout le temps en Tunisie.
Ah oui. Ouais. Je vais tout le temps en Tunisie. J'y vais une fois par an, 2 fois Vous par an. avez présenté votre livre là-bas? Non, pas encore. Je suis pas sûr qu'il soit très bien accueilli pour le coup. Mais c'est très important pour moi. Je me sens très lié à la Tunisie. Très lié. Bah c'est bien, c'est important de le préciser. Alors donc, on l'a compris dans ce roman, la psychanalyse est très importante pour vos personnages. Il est aussi évidemment beaucoup question de transmission. Ah oui. Et de transmission, de judaïsme. Ça transpire dans votre ouvrage de manière parfois discrète, parfois avec des éclats bruyants. Alors, comment est-ce que vous entendez le rapport entre ces 2 dimensions? Quelles 2 dimensions? Les 2 dimensions, c'est-à-dire judaïsme et transmission. Moi, j'aime bien dire que que je suis juif par mon fils. Ah oui. Voilà. C'est vraiment un truc important. Serge Reggiani l'avait dit d'ailleurs. Dans une chanson, il me semble. Mais c'est très bien. J'invente rien. Mais c'est bien. Mais c'est j'aime bien très dire ça. Ouais, je suis juif par mon fils. C'est mon fils qui m'a ramené à qui je suis. C'est mon fils qui me fonde. Et c'est mon fils qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je fasse Teshuva, en fait. Alors, oui. Voilà. Non, mais vraiment. Alors, il y a justement à propos de fils, il y a une partie, une petite partie de votre roman dans laquelle le personnage principal est en porte-à-faux avec sa femme ou à propos de la circoncision. C'est important. Oui, mais ça, bon. On va pas tout spolier, mais enfin, c'est quand même. Voilà, je voulais faire une scène de comédie autour d'un couple. Donc, oui. Joachim est juif, sa femme n'est pas juive, et ils envisagent la circoncision de leur fils à venir, puisqu'ils savent que c'est un fils. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire de ça? Voilà. Et elle est d'accord. Elle est d'accord au début, en fait, le Moël meurt d'une crise d'apoplexie la semaine de la naissance de l'enfant. Donc, la circoncision n'aura pas lieu. Et je trouvais que ça donnait lieu. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait qu'elle, d'un coup, elle dit une phrase très importante. Elle dit: j'étais pour, mais quand je n'avais pas encore eu le bébé dans les bras. Et une fois qu'elle a eu son fils dans les bras, elle ne voulait plus. Donc il y a les 2 quand même paramètres. Bah oui, bien sûr. Oui. Il y a un accord d'abord, puis le Moël meurt, et ensuite il y a un désaccord rétroactif. Voilà. Où elle dit vraiment non, en fait c'est mort, jamais on ne va toucher au prépuce de notre fils. Et je voulais faire une scène de comédie autour de ça, parce que c'est très drôle d'ailleurs. Moi j'aime bien, je trouve ça assez amusant. Oui. D'ailleurs, la façon que vous avez d'écrire, vous avez vraiment un style, c'est en même temps, pardonnez-moi de vous le dire, très cinématographique. Ne vous excusez pas, écoutez, je suis ravi. C'est-à-dire que vous pourriez presque faire un scénario à partir de votre livre. Oui, alors, si quelqu'un veut s'en emparer, il est le bienvenu. Mais, pas vous? Non, vous savez faire. Maintenant, j'adorerais le laisser dans les mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Ah oui. Ah ouais, j'adorerais. On lance un appel, sur Radio J. Voilà. Enfin, un professionnel quand même, non? Oui, ce serait mieux. Alors, quelle serait l'empreinte de votre expérience d'acteur dans votre livre? Je pense, le goût des dialogues. C'est-à-dire que des dialogues qui doivent être incarnés, des dialogues qui sont destinés à être oraux, à ce qu'on puisse, ils puissent être joués. C'est vrai que quand j'écris les dialogues, j'imagine tout à fait les dire, voilà. Donc il y a ça. Alors c'est vrai que ces dialogues, ils sont très souvent haut en couleur et vous faites parler vos personnages exactement comme dans la vie. On a l'impression que les situations coulent de source. On est là en tant que lecteur, mais on est aussi spectateur, et finalement, rien ne nous étonne. Écoutez, merci Lise. Non, c'est vrai. Ça me touche, merci. C'est très naturel en même temps, même si le style peut être sophistiqué, mais quand il y a des dialogues, on y est. Et je pense que c'est ça aussi qui fait votre succès. Écoutez. Mais justement, alors on va revenir à la première question que je vous avais posée, c'est-à-dire pourquoi finalement avoir écrit ce roman? Combien de temps vous avez mis à l'écrire et comment est venue l'idée? Parce que c'est un roman, j'ose à peine prononcer le mot,
Mais quand même, étant donné que le personnage principal s'appelle Félix, il y a quand même quelque chose d'autobiographique? Non. Pas du tout. J'ai composé avec le matériel existant. Faut travailler le matériel existant. Bah, le matériel existant, il fait partie de votre vie. Néanmoins, ça n'est pas, ça n'est pas autobiographique, mais il y a des traces de ce que j'ai pu vivre. Il y a des traces d'épisodes de ma vie. Ça, c'est inéluctable. Oui. Je vois pas comment j'aurais pu même faire autrement, surtout dans un premier roman. Mais par contre, ce qui a déclenché véritablement l'écriture, c'est la naissance de mon fils. C'est le fait d'occuper une fonction que je trouvais si vertigineuse, et d'ailleurs que je continue à trouver vertigineuse. Cet amour qui ne ressemble à nul autre, et cette manière, en fait, j'ai l'impression d'être convoqué. Je suis convoqué. Je pense que devenir parent, c'est être convoqué. On sait devant qui on se tient. On se tient soudainement devant un enfant qui nous impose une refonte intérieure. Et cette convocation, elle a été pour moi, elle est quotidiennement structurelle. Et ça, vraiment, c'est quelque chose... on sort de l'inconséquence, en fait, j'ai l'impression. C'est comme si j'avais fait un bond du côté du réel. Et alors justement, quelle a été peut-être la partie du livre la plus compliquée à écrire et la plus simple? Quels moments vous ont plongé dans les abîmes de l'inquiétude, et quels autres ont été globalement, évidents? ça a été une écriture pendant 8 mois, donc extrêmement joyeuse. Ah, c'est bien. Voilà. Extrêmement joyeuse. Où je prenais un plaisir fou, et où surtout je bénéficiais d'un truc que je ne connais pas normalement, puisqu'au cinéma on est 50, 60 pendant 2 mois. Je bénéficiais d'un espace de solitude et d'un espace qui n'appartenait qu'à moi, et ça, j'ai adoré. Alors, votre personnage part en Hongrie. Exact. Et alors, en fait, il est en Hongrie, et il parle du fait, c'est quelque chose qui touche beaucoup les personnes de la communauté. Quand on va quelque part, est-ce qu'on va visiter les lieux juifs ou pas? C'est une vraie question. Moi, c'est une obsession que j'ai. Je peux une me vraie retrouver dans question. n'importe quel village, n'importe quelle ville de France, de je ne sais où. Je vais essayer de trouver une synagogue, d'aller la visiter. Et s'il y a un mémorial de la Shoah, je suis pas contre. Ou de la rue aux Juifs, etc. Voilà, exactement. Ouais. Sauf que là, votre personnage dit « Mais là, dans le métro hongrois, il n'y avait personne. Pas de Français pour le reconnaître, que des Hongrois ignorants. Il vit un visage, ça ressemblait à un visage juif, et il se rapprocha doucement. Il tenta un sourire. « Sois juif avec moi, murmurait-il, même 2 secondes. Il se disait, on n'est que tous les deux dans cette rame, les 2 seuls juifs de Budapest. Mais le type descendit à la station Octogon, ou Octogone, je sais pas comment on dit, et Joachim resta seul, le seul juif de cette putain de rame, et il avait la flemme de se faire le mémorial de la Shoah. Il s'était fait celui de Berlin, celui de Rome, celui de Prague, et à chaque fois, ça lui mettait le moral dans les chaussettes. Il sortait de là avec le cœur en vrac. C'est quand même très très fort. Bah... Ouais, trouver un visage juif. T'es dans le métro. En fait, cette scène qu'est-ce que c'est mais dans le métro parisien. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est qu'un visage juif? Je sais pas moi-même. Enfin, faudrait demander aux nazis. Eux le savent. Oui. Mais moi, en fait, je me suis retrouvé à faire ça dans le métro parisien un jour. Oui. Je me suis dit, j'avais l'impression d'être le seul juif dans le métro. Et je me disais, mais il y a pas un autre juif qui veut être juif avec moi dans ce métro? Et puis j'ai pas trouvé. Et ça aussi, c'est que j'avais visité à Prague le mémorial de la Shoah, et j'étais sorti de là, mais par terre, quoi. Mais par terre. Ouais. Vraiment, j'étais avec ma compagne de l'époque et j'arrivais plus à parler. Je suis resté mutique, et vraiment, je ne savais plus, où j'étais, quoi. Ouais, je comprends très bien. Et ça, on le ressent quand même à travers votre personnage. Alors, il y a un chapitre qui s'intitule « Journal intime » et qui m'a marqué. Et dans ce journal intime, au 28 avril 2024, juste 2 lignes, même pas, avec ce qu'il se passe là-bas, comment rester juif, il faut sauver le judaïsme. Là-bas, c'est une question piège.
Non, écoute, c'est pas une question piège. je pense que je pense que l'identité juive aujourd'hui est entre plein de feux. Voilà. Je parle que pour moi, c'est que ma réalité subjective. Je parlerai jamais pour d'autres juifs ou d'autres juives. Chacun pense ce qu'il veut là-dessus. Moi, je le vis très durement, à la fois les attaques, les assauts de haine antisémites quotidiens et qui me terrifient, me mortifient et m'attaquent dans ma chair. Et en même temps, la catastrophe, pour moi, la débâcle morale qui est en train de faire subir aux Palestiniens Netanyahou et sa clique de grands malades mentaux. Et moi, je pense que on ne peut pas faire l'impasse d'une refonte de notre identité. On ne peut pas faire l'impasse, en tout cas, d'un questionnement, d'un effort réflexif. Et c'est fondamental parce que ces gens-là nous nuisent profondément. Et en plus, ils captent l'idée juive et le non-juif. Alors là, ces paroles n'engagent que vous, Bien évidemment. sûr, ça n'engage que moi. Mais ça n'engage que moi. Israël, ce n'est pas qu'un gouvernement. Évidemment, heureusement, en Israël, moi, je suis. Vous y avez des amis, vous y allez. J'ai de la famille. Voilà. Donc moi, le 7 octobre m'a terrassé dans ma chair. Hein, c'est pas la question, hein, évidemment. Et c'est ça que vous sous-entendez. Pardon, je l'ai même pas dit parce que je pensais que le postulat était clair. Oui. Le 7 octobre m'a déchiré intérieurement. Et justement, ce que je veux quand dire, vous dites... Non mais attention. Là-bas, c'est Israël. Là-bas, ouais. D'accord. Heureusement, évidemment, la société israélienne est riche, complexe, nuancée, et beaucoup plus qu'on ne voudrait la réduire, comme dans les débats actuels. Et il y a des gens qui s'y opposent. Néanmoins, moi, je suis déchiré par voilà, ce qui se passe à Gaza, c'est un cauchemar. Oui. Faut le dire et le redire. Et ce qui s'est passé le 7 octobre également, bien sûr. Évidemment. Oui. Alors, quel est... Là, le temps passe très vite. Donc, Félix Moati, voir clair. Quelle est la question que j'aurais dû vous poser que je n'ai pas posée, Félix? Je sais pas du tout. Non, c'est bon, on a fait le tour. Comment allez-vous, Félix? Très bien. Merci, après la Lise. lecture... Très bien, après la lecture de votre ouvrage, Félix Moati, voir clair, paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio J et on attend la suite. Merci infiniment pour l'accueil. Merci beaucoup et Shavuot Tov. Shavuot Tov. Radio J.